Bonjour à toutes et à tous, bienvenue en tout cas à la conférence autour du développement des sportifs talentueux et talentueuses et comment pouvoir mettre en place des stratégies pour les accompagner du mieux possible. On a eu l'opportunité d'accueillir cette semaine Nadja Walter et Sacha Leisterer. Je fais souvent une erreur sur son nom, donc... ils sont venus animer un cours autour de nous transmettre leur expertise autour de la question de l'identification et surtout en fait de l'accompagnement des sportifs et des sportifs talentueux et talentueuses, savoir ce que nous raconte la recherche et comment elle peut nous inspirer sur le terrain. Donc il y a un nombre d'étudiants autodéterminés qui sont venus s'inscrire dans ce cours et speaking in English pendant 3 jours. Et donc aujourd'hui, l'objectif était aussi de pouvoir avoir un autre moyen de vous transférer, vous transmettre leur expertise autour de cette question-là, qui est souvent une question, j'ai envie de dire, qui attire beaucoup de monde. Après, se pose la question du quoi, comment et du pourquoi. Et j'ai aussi invité du coup, et merci aussi Jérôme d'avoir accepté l'invitation, qui est entraîneur national des moins de 20 dames et coordonnateur de la dimension mentale et de la relations humaines au sein de la Fédération de basket. C'est une personne que j'apprécie beaucoup parce qu'elle est très attachée à ces aspects psychologiques et ça fait une dizaine d'années qu'on travaille ensemble autour de l'équipe de France des moins de 20 ans. Et je pense qu'il a plein d'idées et de choses à mettre en place autour de cette question des aspects psychologiques et de l'accompagnement de nos jeunes sportifs et sportives. Et du coup, l'idée était de vous partager quelques visions et quelques idées et opportunités qui pourraient nous inspirer et qui visent à être mises en place petit à petit. Donc... merci Sacha, en tout cas il est allemand, il parle anglais et il veut bien parler en français, donc à toi de jouer Sacha. Donc bonjour à toutes et à tous, merci pour l'introduction Virginie. Et donc j'essaie de parler en français, mais probablement il y a quelques trucs ce que je ne peux pas prononcer trop bien, donc c'est pour ça que Virginie peut m'aider probablement s'il y a des problèmes d'avoir les idées transférées à vous. Donc, on va parler du développement des sportifs talentueux, talentueuses. Et là, j'aimerais bien commencer directement avec une imagination. Et j'aimerais bien vous introduire à ce scénario. C'est-à-dire, j'aimerais bien que vous imaginez que votre athlète se prépare au bac ces jours-ci. Votre athlète a la chance de jouer pour une équipe nationale ce week-end. On peut dire que c'est peut-être une équipe sélective, une équipe de France. Et votre athlète se sent mal à l'aise avec cette opportunité, avec cette idée, cette chance, parce que votre athlète se sent mal à l'aise, se sent fatigué des derniers jours de l'entraînement, de se préparer au bac par exemple. Et en plus, vous avez l'impression que votre athlète semble d'être intimidé de jouer avec des membres d'une équipe qui sont étrangères. Donc, alors, votre athlète vous dit, je ne veux pas participer à ce match au week-end, qu'est-ce que vous allez faire ? Et là, nous travaillons surtout avec un système, une théorie qui semble un peu complexe, mais vous voyez que le talent est au centre. Et ce que nous voulons vous présenter avec ce système-là, c'est que le sportif, votre athlète au centre, est toujours en interaction avec des systèmes directs ou indirects. Donc là, vous voyez, le deuxième cercle au milieu, c'est dans un autre système, c'est le microsystème où votre sportif a des interactions directes, par exemple, avec vous comme entraîneur, avec les autres clubs, par exemple, avec les autres athlètes jeunes, les autres athlètes seniors, par exemple. Mais il y a aussi dans le mésosystème, ce qui est le cercle blanc, c'est par exemple l'école ou le club,
les autres équipes, la famille aussi. Donc là, il y a aussi les interactions avec votre sportif. Et de plus, il y a encore le macrosystème qui est le troisième cercle rouge, qui est par exemple le système éducatif, le système politique, par exemple l'INSEP, toutes ces choses-là qui sont un peu plus à l'extérieur de l'individu, de votre athlète. Mais là, il y a aussi des interactions peut-être indirectes. Mais vous, comme entraîneur, vous travaillez surtout, ou entraîneuse, vous travaillez surtout directement avec vos athlètes. Donc, la question, c'est maintenant de se poser la question, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer, par exemple, les interactions entre les différents systèmes pour soutenir votre athlète, pour aider de développer proprement. Voilà. Et là, il y a surtout des risques psychosociaux, ce que nous parlons souvent, et on peut faire des choses pour diminuer, pour réduire les risques. Et là, je vous montre par exemple le stress compétitif, des changements liés à la carrière, par exemple un déménagement de Lyon à Paris pour s'entraîner à l'INSEP ou à l'aide de l'INSEP. L'entraînement, c'est aussi un stress. Les types de sports, par exemple, on sait que les sports individuels sont un peu plus stressants pour les athlètes que les sports en équipe, comme le basket, par exemple, parce que là, il y a toujours les autres membres qui peuvent réduire le stress de l'individu. Mais il y a aussi, par exemple, les vulnérabilités ou la personnalité, par exemple, le neuroticisme, qui est aussi un facteur de risque psychosocial pour votre athlète, ou aussi une mauvaise condition physique ou mentale, et aussi de mauvaises habitudes. Par exemple, des habitudes alimentaires, donc il y a peut-être des ordres, des habitudes de ne pas manger trop pour maigrir vite. Donc ça, c'est par exemple une mauvaise habitude. Mais il y a aussi les médias ou la culture, la violence dans une équipe, mais aussi la violence d'un système qui peuvent être un facteur de risque. Il y a aussi les relations sociales négatives, les défis de vie quotidienne, comme par exemple se préparer au bac, à côté de l'entraînement, et aussi peu de soutien social. Et nous avons aussi que ces facteurs de risque peuvent provoquer, par exemple, une fatigue, la dépression, les troubles comportementaux, l'insomnie, la peur, ou aussi la consommation abusive de stupéfiants, par exemple aussi le dopage, et les troubles de comportement alimentaire. Donc c'est ce que j'ai déjà dit. Et voilà. Voici, je vais vous présenter 3 exemples de risques, ce que vous pouvez voir, ce que vous pouvez identifier. Et j'aimerais bien aussi vous montrer quelques solutions pour travailler contre ces risques. Donc, tout d'abord, par exemple, il y a trop de compétition pour votre athlète. Donc là, comme astuce, vous pouvez discuter les compétitions de saison avec vos athlètes avant que votre saison démarre. Donc ça, c'est une possibilité. Parlez avec vos athlètes. Planifiez avec eux la saison. Puis, il y a les mauvaises habitudes. Là, par exemple, c'est votre athlète dit « Ah, je vais faire un footing juste pour perdre du poids ». Ça pouvait être une mauvaise habitude et vous pouvez être vigilant ou vigilante de ce comportement adapté, surtout quand il est adapté à un but qui est peut-être un but de risque. Donc, faire un footing additionnel pour le plaisir ou pour passer du temps avec les autres membres de l'équipe, ça c'est bien. Mais de faire un footing juste pour perdre du poids parce que j'ai la peur d'avoir plus de poids qui est OK, qui est bien. Donc ça, c'est par exemple une mauvaise habitude.
Et le troisième exemple, c'est que votre athlète peut avoir peu de soutien social. Et là, vous pouvez connecter avec vos athlètes, par exemple avant ou après l'entraînement, juste en réservant quelques minutes de parler avec vos athlètes personnellement. Donc, qu'est-ce qui se passe dans ta vie quotidienne? Est-ce qu'il y a des troubles? Est-ce qu'il y a quelques problèmes à adresser? Donc, c'est très important de savoir aussi que votre athlète n'est que l'individu, mais qu'il y a aussi les systèmes autour de votre athlète et de demander ce qui se passe dans ces systèmes, le micro, le méso, les macro-systèmes. Mais il y a aussi les ressources psychologiques qui ont des bénéfices. Et là, par exemple, il y a de la motivation, il y a le conseil de carrière, par exemple par des athlètes seniors qui peuvent conseiller des athlètes plus jeunes. Vous pouvez aussi créer une bonne ambiance, un climat motivationnel qui soutient vos athlètes, ou vous pouvez aussi donner un feedback informatif. Une autre ressource psychologique peut être assez de repos, la personnalité, comme par exemple l'extraversion, ou aussi le savoir et l'éducation. Donc, donnez toujours une explication à ce que vous faites dans vos entraînements et expliquez les athlètes pour quelles raisons est-ce que vous faites ça, ce que vous proposez maintenant. Donc, ça peut être aussi de gagner un peu plus de savoir dans votre athlète ou de donner de l'éducation à votre athlète. Vous pouvez aussi offrir de soutien s'il y a des problèmes aussi dans les autres systèmes, de parler par exemple avec les familles, s'il y a des problèmes avec des familles entre l'individu, votre athlète et la famille. Ou vous pouvez aussi essayer de créer un comportement adapté, un comportement bénéfice. Ou aussi de créer plus de capacité de surmonter des défis. Donc là, on parle psychologiquement de la résilience. Mais aussi, vous pouvez essayer de réfléchir votre propre rôle parce que vous aussi, vous présentez une idée d'un personnage qui travaille dans le sport et c'est peut-être un rôle qui a un rôle signifiant, très important pour votre athlète et il y a aussi des informations de développement en futur. Vous pouvez aussi intégrer intégrer socialement vos athlètes dans l'équipe, dans le club, où vous pouvez créer des relations positives entre, par exemple, les autres athlètes de l'équipe. Et en plus, donner de soutien social. Donc, parler, créer des chances, des situations où on peut parler, où on peut essayer de trouver des solutions s'il y a aussi de problèmes. Peut-être il y a quelqu'un d'autre qui peut donner des solutions, comme par exemple un psychologue de sport. Donc, ces ressources psychologiques vont améliorer le bien-être de votre athlète. Et le bien-être a 3 niveaux ou 3 dimensions. Et la première, c'est la dimension mentale. La deuxième, c'est la dimension sociale. Et puis, la dimension sentimentale. C'est-à-dire que adresser ces ressources psychologiques ont des bénéfices de contentement, des effets positifs, l'efficacité de soi-même, l'identité d'être un athlète, une athlète, aussi une perception d'autonomie et de compétence, mais aussi l'appartenance, par exemple. Et là aussi, j'aimerais bien vous présenter 3 exemples, comment adresser ces ressources psychologiques. Et on commence avec le feedback informatif, ce qui est quelque chose de très simple dans l'entraînement. Donc, vous pouvez, par exemple, dire aux athlètes comment faire mieux. Et là, soyez le plus précis que possible. Donc, essayez de dire surtout comment faire mieux et pas ce que votre athlète a fait de mal. Puis, le repos. Et ça, c'est aussi quelque chose que vous intégrez dans vos entraînements. Par exemple, de montrer des activités de repos aux athlètes. Par exemple, les exercices de souplesse,
des exercices de respiration, un peu de yoga, des choses comme ça. Ça, c'est quelque chose que vous aussi intégrez dans votre entraînement. Et de plus, il y a aussi l'intégration sociale, pas seulement dans l'équipe, mais aussi dans le club, par exemple. Donc, vous pouvez donner la chance à vos athlètes de s'engager dans le club volontairement, par exemple, pour que votre athlète puisse réaliser leur intégration sociale. Et ça aussi, c'est une ressource avec beaucoup de bénéfices en conséquence. Voilà. Donc ça, c'est notre petite présentation du développement. Merci de votre attention. Et on est là pour vos questions ou si vous voulez discuter. C'est juste qu'on va traduire vos questions en anglais aussi pour que ma collègue Nadia et moi, nous pouvions puis répondre à vos questions en anglais. On va le traduire en français après. Voilà. Donc merci de votre attention. On peut peut-être prendre une ou deux questions avant de pouvoir enchaîner avec Jérôme, où le temps de questions après sera un peu plus large. Ouais. Attends, il faut que tu parles au micro parce que c'est enregistré. Donc j'arrive. Pour les interactions, quand vous dites qu'il faudrait être capable de proposer une activité de repos pour l'athlète, est-ce que c'est forcément une activité qui est vraiment, je dirais, douce, comme les exemples que vous avez montrés, comme la souplesse ou la mobilité, ou est-ce que ça peut être une activité annexe qui va simplement avoir un effet de repos sur le cerveau, mais qui ne va pas spécialement le reposer au niveau du corps? Donc, je vais traduire vite pour Nadia. The question is, if I got it right, you have to correct me if I got it wrong. The question is if the activities that we provide or that we suggest for training or the training hours, if it could be also some exercises to relax afterwards, mainly psychologically or mentally. So what could we provide as exercises afterwards, for example? After training, yeah. So, of course, it has been just some examples that we've been given, and so I just will do it in English so that Nadia knows what I've been talking, so that we are not saying the same thing, but we will translate it in French. On va le traduire après. So the exercises that we presented here are mainly exercises that can be integrated into training, since we think in training it's important to show that, or it's quite easy to show that you can combine relaxation techniques with being physically active, so afterwards, for example. But you're right, if you have implemented some of these exercises in training, you could also try to give some supplement exercises the athletes could do at home. For example, meditation or something like writing a diary to get rid of all the bad thoughts throughout the day. For example, this might be a relaxation technique as well. But we would recommend to start in training, since this is where you have the direct contact to the athlete. And then if this works well, you can go to the next step to implement something where you're not directly connected with the athlete. Want to translate it? No. Okay. Okay, I would like to add something. When we talk about relaxation methods, we have to divide into naive relaxation methods and systematic relaxation methods. And sometimes it is useful just to recommend to an athlete a naive relaxation methods, which means do what you want and what makes you feel better. For example, drinking coffee, chatting with a friend, having a nice walk, or even watching Netflix series that can relaxing for some athletes. And the systematic relaxation method would be something which is more systematic
for sure, the name says it, which is more with a process, and you can have it with your own voice. For example, progressive muscle relaxation or something like that, or with an auto suggestion, or with an external suggestion that you maybe go on YouTube and download audio file or video, and you can put on your headphones and then relax with the voice of an external trainer or something like that. And that's what we have to distinguish. But there are many other psychological methods to relax or to calm down besides relaxation methods. So if you're interested, we can maybe provide a few of them. So sorry for my long speech. Si j'ai bien compris, ta question c'était de savoir si on pouvait se déconnecter mentalement tout en restant physiquement actif. Par exemple, faire du home trainer et penser à autre chose, c'est ça, hein? Oui, l'idée c'était ça. On avait beaucoup d'entraînement, mais est-ce que l'activité amnesque de une seconde passion, est-ce que c'est suffisant pour récupérer, ou est-ce que c'est un peu pour trouver quelque chose de calme? Et dans leur réponse, ce que j'ai compris, c'est que c'est d'y aller progressivement et que tout est possible en fait. Et que c'est à l'athlète peut-être de co-construire et de trouver ses propres moments qui lui permettent en tout cas de récupérer mentalement et physiquement. Tout en effet, de choisir quelque chose qui nous relaxe, mais qui, ça nous plaît, de nous relaxer. C'est pas le faire pour le faire, mais c'est le faire pour atteindre un objectif qui est de nous relaxer, qui peut être peut-être simplement prendre du temps avec des amis, pour certains faire une séance de méditation, ou pour d'autres voilà, pour boire un café ou autre exemple. Est-ce qu'il y a une autre question avant qu'on écoute Jérôme? Ouais. So it's not directly related to what you said, but it's an important question to me because my basketball team this season were 5 who have tore their ACL just this year. And so all of our other teammates are starting to get a little scared because that's a lot of injuries. And it's starting to really mess with their brains. And right now they can't perform as they wish they could because they're really, really afraid for their knees, their ankles, and everything. So before every game, they're stressing out about, am I going to be the next one? Is my season ending this game? So do you have something to rationalize the fear of getting injured after such a bad season for the team overall? Ouais. Cette année, dans mon équipe, on est 5 à 7 fêlés croisés, et du coup, tout le reste de mon équipe performe de plus en plus mal en match parce que mentalement, elles ont peur de se blesser à leur tour. Et est-ce qu'il y a des moyens de rationaliser cette peur et pouvoir performer quand même? That's a very good question, but it's also a highly specific question. So unfortunately, I can't give you an advice that you could take in your training to solve this problem right now. But I think the question is, what is the reason for being afraid of having an injury? So probably it might be that in the group, this is also something that we call emotional contagion. So that the emotion can jump from one to the next person, but it's not really rational. So you don't know why am I afraid of getting an injury? But since it is in an entire team, so you have 5 who have already the injury, this is quite easy for emotional contagion to get through the other players, since you see that it's a lot that 5 of a basketball team have already these injuries. So, and probably you have to identify first the trigger for being afraid of injuries. Probably it's something which is within the team or within training, and probably you can manage to change training or to do something else, something different in your interactions when training or when being in competition to decrease this this anxiety of the injury, for example. So first, knowing what triggers this, and I mean the trigger is not that 5 already have it. This is just a symptom. So it's just the emotion is just coming up because I can see 5 have it. But what's the reason behind? So and you could probably try to discuss what might feel different
or how would it feel if we wouldn't be afraid of being injured? And when you know how this feels, you probably could derive some steps to achieve this emotion of not being afraid. So I would suggest something like systematic desensitization. It's similar to the proposal Sasha made. It is a step-by-step process to lower the level of anxiety. But first, you have to find out what Sasha already said, why they are afraid. Maybe it's the level of exercise, maybe it's the level of training hours or whatever. And for this, I would maybe suggest someone who is talking with your athletes on one-on-one sessions and to identify the different hierarchies when they are afraid most or when their anxiety is on the highest level, and then to teach them to calm down. It's called systematic desensitization. That's a program you can use, but you have to be specialized for it to use it. Ok. On va laisser intervenir, tu gardes, Gareth, ta question, et on va laisser intervenir Jérôme. Jérôme, juste en cas, si ça se déconnecte, est-ce que tu penses à recliquer sur le même lien? A priori, non, ça ne devrait pas se déconnecter. L'enjeu, en tout cas, avec Jérôme, c'était de pouvoir le questionner sur les outils utilisés pour identifier et accompagner nos jeunes basketteurs et basketteuses au sein de la fédération, et qui nous partage son approche sur peut-être une orientation plus importante des aspects psychologiques. Tu veux bien y aller, Jérôme, ou ça te semble clair? Ça me semble très très clair. Je veux bien débuter, mais je suis prêt aussi à partir de là où vous êtes et de vos questionnements. En tous les cas, bonjour à tout le monde. Je vais prendre déjà la main pour commencer. Je remercie beaucoup Virginie de cette invitation, parce que c'est un temps de partage et c'est quelque chose qui moi m'anime aujourd'hui dans mon développement aussi personnel. Donc je suis entraîneur national à la Fédération française de basket. Aujourd'hui, j'avais deux types de missions au sein de la fédération. Une mission qui concernait donc le management des équipes nationales, et en particulier de l'équipe de France des 20 ans et moins, dans laquelle, depuis plusieurs années, comme le mentionnait Virginie tout à l'heure, elle participe en tant que préparatrice mentale. Et j'ai une autre mission qui concerne, on va dire, des aspects un peu plus de coordination, des actions de développement de la préparation mentale et de la qualité relationnelle, parce que j'y reviendrai aussi sur cet aspect-là, donc au sein de la fédération. Bon, moi, j'ai une formation de psychologue clinicien, je le dis tout de suite parce que ça a une incidence sur la vision que je vais un peu vous partager, à la fois sur le plan épistémologique, parce qu'évidemment, à partir du moment où qui est lié à l'individu et à sa singularité, eh bien, à la fois l'ensemble du process que je vais vous partager avec peut-être des aspects méthodologiques ou techniques d'ailleurs aussi, vont être très influencés par cette vision. La première question que Virginie a souhaité que j'aborde avec vous, je parle sous ton contrôle, Virginie, hein, tu m'arrêtes dès que ça ne correspond pas à vos attentes, hein, parce que la difficulté pour moi, c'est vraiment d'aller à l'endroit qui vous intéresse en fait. Hein. C'était la question du repérage des jeunes talents, et donc de l'identification des jeunes talents, c'est bien ça, hein? C'est ça. Et l'accompagnement associé. Et ensuite de l'accompagnement. Alors, concernant le repérage des jeunes talents, bon, ce qu'on appelle... il va falloir qu'on définisse les termes, parce que la question du talent dans notre fédération à nous est déjà une question en soi, et qui mérite d'ailleurs une définition. Dans la mesure où, dès qu'on parle de talent, on est toujours confronté en fait à la mise en perspective, parce que le repérage des jeunes talents se fait à un moment donné où effectivement il est très difficile de se projeter pour estampiller le ou la jeune athlète d'un avenir qu'on ne connaît pas en fait, et qui va dépendre évidemment de la complexité des conditions dans lesquelles cet athlète va évoluer. Donc il y a quand même une idée de projection
Et en fait, cette projection, elle pose déjà un problème en soi, c'est-à-dire que les personnes qui vont observer, qui vont s'entretenir, qui vont être justement en relation directe avec ces temps de repérage et de détection sont aussi, moi, des acteurs que je vais questionner et que je vais interroger. Et ça, c'est aussi important. C'est-à-dire que quand vous êtes dans un espace de repérage, dans un espace de détection, vous n'êtes pas uniquement en marge, vous n'êtes pas seulement un observateur, en fait, vous êtes impliqué dans l'action et vous êtes d'autant plus impliqué que y a des processus d'influence qui vont faire que la nature et la qualité de votre observation ou la nature et la qualité de l'entretien que vous allez avoir avec les jeunes vont être influencés par votre histoire, votre regard, vos représentations, vos perceptions. Et donc, ça nécessite quand même que lorsqu'on est dans cet espace de repérage, de détection, il y a un travail à faire sur soi, de connaissance de soi, pour justement avoir un regard le plus objectif possible, en définitive, voilà, des critères dont je vais parler tout à l'heure. Donc ça, c'est le premier point, c'est-à-dire qu'il me semble très très important que dans un espace de repérage, on doit définir donc, ce qu'est un potentiel. Je vais le faire juste après. Hein. Là, j'ai fait un peu une extrapolation, mais également positionner en fait la personne qui va être un acteur de cette détection de telle manière que on ne soit pas dans une projection de l'athlète qui soit déconnectée en fait de l'histoire de l'athlète. Et toute la difficulté, elle est là parce qu'aujourd'hui, beaucoup d'entraîneurs qui font de la détection fantasment en fait. Fantasment sur une mise en perspective d'un athlète et ils font la même chose que les parents en fait. Combien de parents projettent dans l'histoire de leurs enfants un certain nombre de choses de leur propre histoire personnelle. Donc cette affaire-là, pour moi, elle est nécessaire et elle est très très importante. Donc je commencerai déjà par parler non pas des athlètes et des talents, mais de ceux qui observent ces talents. Et dans cet espace très complexe qu'est la détection et le repérage, on ne peut pas faire l'économie de cette démarche. Sinon, on va se tromper. Et si vous voulez, la détection qui n'est pas une science exacte, il va y avoir des erreurs de repérage. C'est un art qui nécessite quand même de limiter le nombre d'erreurs. Donc, premier temps, travailler véritablement sur les personnes qui vont repérer. Ensuite, si on s'intéresse à l'athlète, aujourd'hui, au sein de la Fédération française de basket, on a déterminé 3 types de profils auxquels on est confronté dans nos repérages, dans notre espace de détection. Il y a évidemment le talent. Alors, qu'est-ce que le talent pour nous ? En fait, le talent, c'est cette jeune ou ce jeune athlète qui a déjà une forme d'opérationnalité, c'est-à-dire qui effectivement est déjà dans un espace de performance, donc produit de la performance. Donc, il a une forme d'efficacité dans ce qu'il fait, c'est-à-dire que quand on va l'évaluer à travers un certain nombre de choses, il va être performant. Je reviendrai après sur les aspects mentaux aussi, qu'on peut également évaluer de manière effective sur cette forme d'opérationnalité immédiate. Mais en plus de cela, on voit ou on perçoit ou on évalue chez lui une capacité à se développer et à faire évoluer ses prédispositions, ses aptitudes ou ses habiletés. Et donc, là, vous voyez qu'il y a 2 temps distincts, c'est-à-dire que le talent, c'est à la fois quelqu'un qui dégage une forme d'efficacité immédiate, mais en même temps, c'est quelqu'un dont on perçoit pour l'avenir une sorte d'évolution intéressante. Peut-être en attendant qu'on le récupère, en tout cas sur les take-home messages qui sont partagés par Jérôme, c'est déjà sur l'identification, un souci d'efficacité, là, ici, maintenant, et puis avec aussi avoir un regard pour pouvoir se projeter qu'il va être outstanding, c'est-à-dire que le développement va être encore grand, et après, dans ce qu'il présente, et je pense que c'est la porte d'entrée elle est intéressante, on ne l'a pas forcément abordé trop en cours, c'est la question de la formation des entraîneurs et s'accorder sur la définition du talent, en fait. Et la difficulté, c'est d'avoir le même regard et de ne pas se projeter et fantasmer ce que nous, on pense de plus pour un sportif ou une sportive talentueux et d'avoir un regard plutôt croisé pour savoir vers quel type de basketteur ou basketteuse on veut avoir plus tard. Et ce souci d'harmonisation ou au moins de vision partagée, il
il nécessite, comme il l'a dit, peut-être de bien se connaître, de bien connaître ses attentes, ses représentations, pour ne pas en fait aller coller une étiquette de un syndrome par procuration, de ce qu'on voudrait ou ce qu'on aurait voulu être à travers du coup l'identification de ces sportifs-là. Gareth, on peut peut-être prendre ta question en attendant. Just show him that any athletes need these types of exercises in order to be a good athlete. How would you show him? Well, I think that's quite a good question, and it's quite difficult to address these steps. So the most important thing is to find the right way to communicate with the athlete. So when you have found the same language, and I'm not talking of English or French or German as the correct language, but in the way of how the athlete might understand what you want to achieve from him, or what you want to achieve together with him or her, then it might be easier to overcome these obstacles of implementing the first step and then the second step. So I think communication might be key, which is really important for effective attachment as well as commitment, for example. So this might be one part of it. But I was asking for the trainer. For the trainer. Don't want to do psychology. Sorry, yeah. Yeah, it's quite interesting since we had this discussion with the students in our workshop. The trader has quite another perspective on the talent development, because it's more an ecological question than a psychological or a physical question. It's just the value of the player. So this is the perspective of the trader. So it's quite difficult, but we have been discussing about checks and balances of when you remember the different levels of the mesosystem, that you can use different person trying to check and balance what's happening there. So, but the trader is quite a difficult situation or position. Yeah. Du coup, Jérôme, on s'est permis de poser répondre à une question le temps que tu te reconnectes. Si je refais des points, c'est la question pour les entraîneurs, en tout cas, de pouvoir en effet travailler sur eux et d'avoir une vision partagée sur qu'est-ce qu'un sportif ou une sportive talentueuse. Et tu nous avais présenté le souci là de l'opérationnalité et de l'efficacité au moment T, en fait, mais aussi d'avoir une vision, ce que les Anglais appellent d'une performance outstanding, c'est-à-dire de pouvoir être exceptionnel par la suite, ce que les deux sont un peu, en fait, voilà où tu en étais. Après, la question est de savoir comment on l'évalue, comment on regarde et comment on accompagne. Oui, bien sûr. Alors excusez-moi déjà. Je sais que c'est pas très pratique et ça fait une communication qui n'est pas super efficace, donc je vous prie de m'excuser. Juste pour poursuivre Virginie, je voulais partager avec vous le fait que derrière ces talents qui étaient une priorité évidemment dans le repérage et la détection au sein de la fédération, il y avait deux autres types de familles, mais vous l'aurez compris, c'est la famille donc, des opérationnels, donc des gens qui sont à maturité précoce et évidemment qui ont cette efficacité immédiate, qui reste quand même relative, parce que ce ne sont pas des outstanding, hein, ça reste des gens qui ont une efficacité quand même, mais on va dire raisonnée. Et enfin, la dernière famille, c'est les potentiels, c'est-à-dire les gens qui n'ont pas d'efficacité immédiate, mais dont on perçoit pour l'avenir une forme d'opérationnalité, en tous les cas de développement. C'est le cas chez nous, par exemple, dans le basket, des très grands, ce qu'on appelle les très grands gabarits. C'est pour ça que la Fédération française de basketball a mis en place une politique de très grands gabarits, puisque ce sont des profils un peu atypiques qui, avec leur morphologie et leur développement psychologique, sont moins maturité précoce. Donc voilà, donc on a ces trois familles qu'on doit évidemment repérer et qu'on doit faire cohabiter, parce qu'à l'arrivée, en fait, on a besoin des trois, y compris les opérationnels, parce que nous faisons un sport d'équipe, et que dans notre sport d'équipe, il y a une préoccupation qui s'appelle l'équilibre des postes de jeu. Et on ne pourrait pas imaginer une équipe constituée uniquement de talents, parce qu'à un moment donné, on a la préoccupation aussi d'avoir des postes de jeu équilibrés pour que tout le monde puisse jouer, et notamment pour que les talents puissent s'exprimer à leur poste de jeu. Donc vous voyez la complexité en fait, du travail de détection, qui ne consiste pas simplement à repérer, identifier des talents, mais à repérer des familles de personnes
qui vont pouvoir ensuite, en cohabitant, à la fois se développer individuellement, mais aussi faire de la performance collective. Voilà, je voulais poser le cadre qui me semblait important. Alors après, concernant des aspects qui vous intéressent peut-être un peu plus et qui sont liés à des problématiques, on va dire, psychologiques et mentales, bon, aujourd'hui, on s'est intéressé, nous nous sommes intéressés au sein de la Fédération française de basketball à la manière dont on pouvait justement cerner et identifier des prédispositions, et je dis bien des prédispositions, hein, c'est-à-dire que quand on évalue des jeunes de 11, 13 ou 15 ans, évidemment ils sont en construction et en développement, donc on ne peut évaluer que des prédispositions. Parmi ces prédispositions, il y a celles qui intéressent, et tout à l'heure l'intervenant en a parlé, puisque j'ai entendu ces mots-là. Donc il a parlé de la théorie de l'autodétermination et notamment d'un certain nombre de besoins qui nous intéressent aujourd'hui, c'est-à-dire celui qui concerne l'autonomie, celui qui concerne ce besoin en compétences et ce besoin d'affiliation. Donc ça, ce sont des choses que nous, on essaye d'identifier. Je vous expliquerai après comment on s'y prend, mais en tous les cas, on est quand même préoccupé par cette question de l'autodétermination, parce qu'on sait que c'est elle qui va permettre à un moment donné de créer les fondations de l'accompagnement individuel. Et c'est naturellement à cet endroit-là qu'on est aussi en difficulté, parce que évaluer ces prédispositions chez des jeunes de 11 ans ou de 13 ans reste un exercice très périlleux. En plus de ces prédispositions, il y a d'autres éléments qui intéressent la pratique du sport de haut niveau et du basketball en particulier, qui relèvent à la fois du leadership, c'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on va également questionner et essayer d'observer. Il y a également donc ce que moi j'appelle la sérénité, et je vais m'arrêter quelques minutes là sur cette question de la sérénité, qui n'est pas la gestion des émotions ou la maîtrise des émotions. En tous les cas, on pourrait plus rapprocher ça à une forme de contrôle de ces émotions, parce qu'aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il y a des gens qui sont dans des états émotionnels qu'on voudrait contrôler ou les accompagner à contrôler, et malheureusement, dans leur singularité, c'est à cet endroit-là qu'ils sont performants. Donc, quand je parle de sérénité, c'est plutôt cette capacité. On est là dans l'intelligence émotionnelle, cette capacité à reconnaître cette émotion et à la mettre en relation avec son niveau de performance singulier. Je vais prendre un exemple très caricatural. Quand John McEnroe jouait au tennis, alors là, j'imagine que dans l'auditoire, il y a des jeunes gens qui ne connaissent pas John McEnroe. Donc John McEnroe était un joueur de tennis remarquable, américain, dont la caractéristique était de se mettre en colère assez régulièrement. Néanmoins, il était performant dans cet espace-là. D'où la nécessité d'être dans justement une évaluation de dans quelle émotion toi tu es performant, pour qu'à un moment donné, eh bien, au lieu d'essayer de canaliser cette émotion très jeune, eh bien, on puisse justement faire en sorte que tu restes performant dans cet endroit-là. Alors évidemment, tout en respectant l'intégrité des individus, parce que ça peut aller très loin cette affaire, comme vous pouvez l'imaginer. Mais en tous les cas, cette question-là doit nous intéresser, c'est-à-dire mettre en lien justement une émotion avec un niveau de performance. Et chez les jeunes, on voit aussi qu'il y a des jeunes qui sont capables de faire la performance dans des états émotionnels très singuliers. Et enfin, il y a la question de la ténacité, c'est-à-dire cette forme de non-renoncement. Quand je suis un jeune basketteur ou une jeune basketteuse, et que si la tâche elle est difficile, si je suis en difficulté, si je suis dans la frustration, comment je me comporte? Est-ce que je suis en capacité de continuer ce que j'ai à faire et d'être toujours dans ma zone d'efficacité? Donc voilà les 6 chapitres, on va dire, qu'on va essayer d'évaluer, qui sont des indicateurs importants pour nous. Alors comment on va s'y prendre pour les évaluer? On va dire qu'il y a 2 champs assez distincts, qui sont ceux de l'observation. Et donc pour observer cela, on va essayer avec l'ensemble des gens de l'espace de détection de formaliser un ensemble en fait d'objectivables, c'est-à-dire comment sur le terrain, dans des situations de jeu, on peut retranscrire en fait ces critères, quoi. Donc il va falloir qu'on détermine un ensemble d'observables. Donc on a des observables chez nous. Bon, j'en ai
mentionner quelques-uns. Par exemple, si je m'intéresse à la ténacité, chez un très jeune, plonger sur un ballon, même si ça peut être caricatural, mais c'est pour vous donner une image assez forte, plonger sur un ballon, ou plonger sur tous les ballons, où j'ai raté un panier, est-ce que je commence à pleurer, à lever les bras, etc., ou est-ce que je reviens très très vite? Bon, ça, effectivement, c'est un observable auquel on va s'intéresser, même si, et là je mets une précaution, encore une fois, c'est pas rédhibitoire évidemment, parce que quand on a 11-13 ans, on a des comportements aussi qui sont ceux de 11-13 ans et qui pourraient évoluer dans le temps. Bon, néanmoins, si on fait un travail de détection, et j'ai souvent tendance à dire que la détection, c'est faire des choix, eh bien, on va évidemment choisir plutôt des gens qui déjà ont ces prédispositions, même si on va faire très attention quand même à ne pas condamner les autres, parce qu'il y a cette complexité dans le développement singulier des individus. Donc voilà, donc il y a cette partie observation, ou des observables en lien avec la pratique, et la pratique du jeu, principalement, donc du basket, c'est-à-dire qu'on ne va pas créer de situations, on va dire, déconnectées de la réalité du jeu, des situations artificielles, pas de situation laboratoire, c'est-à-dire on est dans le jeu, et dans le jeu, voilà, sortir des observables qui vont nous permettre d'identifier cette relation entre des aptitudes et des comportements sur le terrain. Non, merci. Non, merci. Ah, okay. Et à côté de ça, excusez-moi, je suis à l'INSEP, je l'ai dit, donc je suis dans les conditions de l'INSEP. À côté de ça, on a également donc, des entretiens, et ça c'est important, c'est-à-dire que on s'entretient énormément avec ces jeunes. Donc ça fait partie en tous les cas, moi, des choses sur lesquelles je tiens énormément, parce que l'entretien est un moment très très important pour accéder à des informations importantes, et notamment accéder à la fois à ce qui est dit, à ce qui n'est pas dit, à l'authenticité d'une personne, mais également à sa désirabilité, parce qu'on sait très bien que les jeunes, lorsqu'ils sont dans le cadre d'un entretien, bon, ils sont pas bêtes, ces jeunes, hein, ils veulent tous être sélectionnés, ils veulent tous jouer en NBA, donc ou en WNBA pour les filles, hein, quoique ça c'est un peu moins vrai pour les filles. Hein. Mais en tous les cas, il y a cette désirabilité qui est aussi un processus d'influence qu'il faut également percevoir. Et donc aujourd'hui, moi j'ai cette préoccupation au sein de la fédération d'acculturer en tous les cas les entraîneurs nationaux, mes collègues, pour que ça devienne en fait des experts de l'entretien et des entretiens là qui pour le coup ont une visée un peu plus clinique, c'est-à-dire aller en direction de la singularité d'un individu. Donc ça nécessite quand même des compétences, parce que l'entretien en soi est un exercice très périlleux qui ne va pas de soi, qui nécessite encore une fois des savoir-faire bien particuliers, une connaissance de soi, un niveau d'écoute, une qualité d'écoute très très importante, et puis évidemment bien connaître aussi les processus dont je parlais, les processus d'influence, c'est-à-dire à quel endroit moi je peux influencer quelqu'un et à quel endroit ce quelqu'un peut aussi m'influencer. Donc voilà, on est dans ces espaces-là. Donc moi j'ai organisé un guide d'entretien que je pourrais faire passer à Virginie. Je ne vais pas vous le présenter ici parce qu'il me faudrait du temps, mais vous voyez bien qu'on est à la frontière entre des choses qui relèvent de l'objectivation à travers ces observables, et puis quand on est du côté de l'entretien, il y a quand même dans cet entretien beaucoup plus de subjectivité, mais je pense que dans la détection, il y a de la subjectivité, il y a une relation entre un athlète, un projet, et quelqu'un qui vient là partager cette rencontre, qui est souvent un entraîneur national. Et donc voilà, donc on est à cet endroit-là pour récolter un maximum d'informations. On va ensuite croiser, mutualiser pour essayer d'avoir la vision la plus complexe en fait de l'individu et de déterminer si cette personne-là, elle répond justement à l'objectif dont je vous ai parlé tout à l'heure. Ok, moi en tout cas j'ai entendu ton expertise liée à ton niveau initial de formation, aussi à ta sensibilité qui amène à avoir de l'expertise sur l'observable et la tenue des entretiens sur les aspects psycho. J'aurais à la fois deux questions. La première, c'est comment ça se passe du coup avec les autres coachs pour les acculturer, où tu en es là? Et la deuxième, une fois qu'on a détecté, comment on accompagne en fait? Alors,
Bon, le travail d'acculturation, c'est un travail qui est très, très long, très, très compliqué parce que là, actuellement, où j'en suis, j'en suis à la fois dans un jeu de rhétorique pour essayer de convaincre mes collègues de l'intérêt de travailler dans cette dimension-là, parce qu'eux font des entretiens, mais c'est des entretiens avec des questions fermées, où on n'écoute pas, où on attend des réponses qui intéressent ce qu'on veut, en fait. On veut absolument entendre des choses, et donc on conditionne l'entretien pour les entendre, quoi. Et si la personne, effectivement, les évoque pas, ne les parle pas, ces choses, bon, mes collègues aujourd'hui, eux, ils entendent que ce joueur-là, soit il n'est pas motivé, soit bon, bref. Donc ils ont des croyances, ils ont des perceptions et des représentations aujourd'hui par rapport à la nature humaine et à la psychologie humaine, parce que évidemment, cette acculturation, processus d'influence, cette acculturation à qu'est-ce qu'une relation authentique, comment on se connecte avec quelqu'un, comment on rentre en relation avec quelqu'un, mais encore une fois, une relation authentique, pas une relation dans laquelle, évidemment, tout le monde va jouer à un jeu de dupe, parce qu'on est quand même un petit peu dans un espace de commedia dell'arte, évidemment, hein, où personne ne doit être dupe. Mais en tous les cas, aujourd'hui, moi, j'ai des collègues qui sont peut-être un peu trop dupes, et donc j'essaie de les acculturer à ça. Donc ça vient parce qu'il y en a certains qui sont de plus en plus sensibles à cela. Et puis on va dire qu'aujourd'hui, la préparation mentale est un peu dans l'air du temps. Moi, j'ai commencé ce travail il y a une vingtaine d'années. J'étais un extraterrestre dans mon écosystème. Bon, aujourd'hui, je le suis un petit peu moins parce que la mode qui consiste à s'intéresser à la préparation mentale, eh bien, me permet d'être plus convaincant ou de les sensibiliser davantage. Mais je sais que le chemin, il va être très très long parce que je suis confronté à des croyances et des perceptions sur la complexité de là où on se trouve. Et puis, il faut apprendre à se questionner. Donc là, on est dans un espace d'introspection. Et ça aussi, c'est un exercice périlleux parce qu'on se met un peu en danger. Mais pour moi, il est nécessaire. Hein. Il est vraiment nécessaire. Alors après, concernant l'accompagnement, je vais prolonger un peu ce que je suis en train de dire. Pour moi, l'accompagnement, c'est déjà aussi être un expert de l'entretien, parce que je ne vois pas comment on peut accompagner un individu si à un moment donné, on n'a pas les bases, les fondamentaux, les billes pour s'entretenir avec cette personne et faire émerger chez lui, en fait, ce dont il a vraiment envie de lui, etc. etc. C'est-à-dire, si on n'est pas acculturé à l'entretien, je ne vois pas comment on peut accompagner dans de bonnes conditions une personne, si ce n'est qu'on va l'accompagner avec sa propre représentation et sa propre perception des choses. Donc on va être encore dans ce mécanisme qui consiste à projeter chez l'autre en fait ce que nous on aimerait qu'il devienne. Et ça, c'est pas ce qu'il y a de plus efficace. Alors ça fonctionne, ça a eu fonctionné, hein. Mais aujourd'hui, quand on parle avec les plus grands champions, ils se sont affranchis de ça. À chaque fois qu'ils ont été accompagnés par des gens qui projetaient des choses sur eux, ils étaient suffisamment forts, eux, pour s'en affranchir. Mais je pense que les grands champions ont toujours su trouver, en tous les cas, cet accompagnement, parce que je reste persuadé qu'ils ont besoin justement de faire émerger ce qu'il y a de plus fort en eux, et donc ils vont créer les conditions pour ça. Et donc, évidemment, les conditions de cette émergence, c'est trouver des ressources, les accompagner à l'endroit où ils sont, quoi. Et donc, pas nécessairement du côté de ces affaires de projection et d'identification. Donc, je serais tenté de dire d'abord que pour accompagner quelqu'un, il faut une expertise au niveau de l'entretien. Il faut également une expertise au niveau de qu'est-ce qu'un apprentissage singulier, c'est-à-dire comment un individu apprend singulièrement. Aujourd'hui, malheureusement, on a trop tendance à faire une pédagogie un peu globale, et notamment dans le basket, une pédagogie d'équipe. Là, par exemple, je sors d'un entraînement à l'INSEP où moi, j'ai vu, en tous les cas, au bout d'une heure et demie, qu'il ne s'était rien passé ou pas grand-chose parce que en fait, on s'adressait exclusivement à l'équipe et les individus étaient laissés pour compte. C'est pour ça que je pense que pour accompagner aujourd'hui des personnes, il faut créer des situations dans lesquelles les gens vont être en autonomie.
en autonomie, c'est-à-dire créer des situations qu'on pourrait appeler des affordances, en fait, c'est-à-dire des situations où eux vont trouver des solutions. Et par contre, le rôle de l'entraîneur, le rôle du pédagogue, c'est de questionner pendant l'entraînement, au cas par cas, les individus, en fait. Et je pense que là, c'est beaucoup plus efficace que des remédiations collectives où on met une situation en place et ensuite on va remédier collectivement. Alors, c'est nécessaire, évidemment, dans l'accompagnement de l'équipe de le faire, ça. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire. Je dis simplement que ces moments-là sont des moments où on doit plutôt à la fois questionner l'équipe par rapport aux interactions entre eux par rapport à un apprentissage. Donc là, on n'est plus sur une dimension un peu collective, mais sur des apprentissages singuliers et personnels. Je pense vraiment qu'il faut être en capacité. Alors, quand on est tout seul, eh bien, c'est des allers-retours entre intervenir sur l'équipe et puis pendant que l'action se poursuit, trouver les temps où on va justement s'intéresser à l'individu. Et en équipe nationale, moi, j'ai la chance d'avoir un staff élargi où justement les rôles sont bien déterminés et où il y a quelqu'un qui va animer et remédier à la situation globale, en fait. Et puis tous les autres vont devoir aller questionner singulièrement des individus sur ce qu'ils ont compris, comment ils s'approprient le message. Voilà. En tous les cas, moi, aujourd'hui, j'ai cette volonté de faire en sorte que les joueuses, et tu pourrais en parler mieux que moi, Virginie, parce que c'est des choses sur lesquelles on travaille et qu'on va continuer de développer, les joueuses se questionnent et se questionnent à tous les endroits, en fait. Hein. C'est-à-dire à la fois sur le projet de jeu, c'est-à-dire sur des aspects très tactiques. Moi, ça ne me dérange pas qu'à un moment donné, les joueuses se regroupent entre elles pour évoquer ces problématiques-là et soient force de proposition. Aujourd'hui, dans les entretiens que je mène avec l'équipe nationale, j'essaie de partager des visions avec les joueuses sur qu'est-ce qu'elles pensent du projet de jeu à organiser pour elles par rapport à ce qui va se passer cet été, puisque nous avons un championnat d'Europe cet été. Donc, c'est-à-dire les impliquer vraiment beaucoup dans le projet et puis faire en sorte de les accompagner dans leur vision. Alors, et puis, évidemment, réduire des écarts, parce que vous imaginez bien qu'il y a des écarts de vision entre ce qu'elles peuvent percevoir et ce que le staff peut percevoir. Et donc là, on repasse à la moulinette de l'entretien pour bien comprendre et bien clarifier leur vision individuelle et collective, et puis celle du staff, du coach, et réduire ces écarts pour se retrouver à un endroit. Et une fois qu'on valide ça ensemble, les accompagner dans une forme d'autonomie dans le travail. Voilà. Mais en tous les cas, aujourd'hui, je pense que l'accompagnement doit mettre en lumière de manière très concrète et opérationnelle cette question de l'autonomie, de l'accompagnement de cette autonomie par le truchement de la mise en place de situations très spécifiques, je vous ai dit, qui sont en lien avec la performance, et de questionner et de permettre en plus à ces joueuses après de se questionner individuellement et d'apprendre à se questionner entre elles sans l'aide du staff. Parce que pour moi, la perspective, elle est là, c'est qu'à la fin, au bout du bout, on est accompagné des gens qui sont même capables en fait, de se questionner sans la présence du staff. Voilà. Voilà ce que je peux partager assez rapidement. Ouais, c'est un temps court. En tout cas, merci Jérôme. Avant qu'on te pose des questions, et peut-être je vais prendre une minute pour compléter, où en effet, les campagnes estivales, en tout cas avec les moins de 20, est une étape dans la vie d'une joueuse. Et l'enjeu pour nous, en effet, c'est d'identifier ce que Jérôme nous a partagé, autour de la question de l'autonomie, de la compétence, de sentiment d'affiliation, de la ténacité, être engagé malgré les difficultés, en fait, et comment chacune peut avoir une zone d'influence avec qui elle est, avec sa singularité. Et après, l'enjeu sur ce temps de vie de 1 an où les jeunes femmes, elles sont accompagnées, c'est comment aussi, au regard d'un objectif qui est la compétition, qui est un championnat d'Europe moins de 20, qui a lieu à chaque fois mi-juillet, on peut les faire avancer autour de cette thématique-là, sur une période assez courte de leur vie, mais surtout, en fait, ce qui est riche, c'est qu'on ouvre des portes sur des réflexions, on ne va pas se mentir, dont elles n'ont pas l'habitude d'avoir sur leur implication et leur autonomie. Et d'ailleurs, des fois, au début, on reste un peu sur notre faim parce qu'on leur donne l'opportunité de s'engager, mais elles ne savent des fois pas trop comment. Donc, on est là pour les accompagner sur le comment et comprendre tous les concepts qui ont été partagés. Et après, on fait le pari que par la suite, on a ouvert une porte qui, une fois qu'elles auront passé les moins de 20 et qu'elles auront un autre parcours et une autre vie, elles iront elles-mêmes, en effet, créer les conditions de leur efficacité, en fait. C'est un peu tout l'enjeu de cette expérience, j'ai envie de dire, des moins de 20 ans.
Peut-être prendre une ou deux questions, parce que moi je pourrais parler pendant un moment, donc par rapport à Jérôme, pour qu'on prenne encore 5 minutes avant qu'on te libère pour aller détecter nos jeunes talents. Oui, bonjour. J'ai une question. Bonjour. Pour un futur entraîneur, quelqu'un qui cherche à se former, où est-ce que je pourrais, par exemple, aller chercher ces bases de l'entretien, par exemple des références bibliographiques, des endroits où voir plus d'informations. Alors, si on parle de références bibliographiques, d'abord, pour commencer, et après je prolongerai ma réponse, je vous donnerai, mais je vais te répondre à toi, je te donnerai deux références qui sont des références pour moi qui relèvent des aspects encore un peu cliniques, même du côté de on va dire la clinique sociale. Il y a un auteur qui s'appelle Carl Roger qui a beaucoup travaillé justement sur des entretiens à visée clinique dans des espaces très différents, à la fois de thérapie, de formation, de développement personnel. Donc allez du côté de Carl Roger. Vous pouvez aussi aller du côté des entretiens cliniques. Il y a un ouvrage de Colette Chilan qui s'appelle Entretien clinique. Donc là, il est plutôt à visée thérapeutique. Néanmoins, l'avantage de cet ouvrage, c'est qu'il précise en fait les conditions d'un entretien authentique. Donc ça, c'est pour les références bibliographiques. Mais moi, je pense qu'on ne peut pas parler d'entretien si, à un moment donné, on ne s'intéresse pas à la dimension clinique, c'est-à-dire à la singularité de l'individu. Et donc, il faut aller chercher du côté de la clinique, parce que là, pour le coup, on n'est pas du côté de la recherche, même si derrière, on pourrait se servir de ça pour faire de la recherche. Mais aujourd'hui, moi, je pense qu'il faut avoir des fondamentaux. Et les vrais fondamentaux, ils relèvent de la clinique quand on veut faire des entretiens en face à face avec un individu pour aller questionner sa singularité et son authenticité. Voilà. Après, il y a d'autres champs qui s'intéressent également à ça, mais qui ne sont pas, en tous les cas, mes champs de prédilection. Je vais quand même les citer, parce que la programmation neurolinguistique également s'intéresse à ces questions-là. Il y a des gens qui travaillent sur d'autres références qui ne sont pas forcément les miennes, mais je peux les évoquer aussi. Il y a un garçon qui s'appelle David Groove qui travaille sur le clean language. Bon, là encore, ça reste un peu pour moi du conditionnement, donc je suis moins attaché à ça. Mais en tous les cas, on a au moins des bases également dans cette approche-là, à la fois en matière d'écoute, en matière de reformulation, de réitération, qui sont pour moi des fondamentaux très très importants lorsqu'on mène des entretiens. Et puis après, pour répondre à ta question, aujourd'hui, si tu veux, au niveau de la Fédération française de basket, on en est vraiment dans les balbutiements. Donc, moi, j'aimerais mettre cette formation-là dont tu parles en place, mais elle ne verra pas le jour tout de suite. Donc, je ne peux pas te répondre de l'endroit où je suis au niveau de la fédération. Et après, je t'invite peut-être à aller voir, encore une fois, du côté de certains DU de préparation mentale, dans lesquels ils s'intéressent à l'entretien. Bon, je n'ai pas mentionné tout à l'heure l'entretien d'explicitation. C'est un auteur qui s'appelle Vermersch qui travaille autour de ça. Alors là, on est plutôt sur de l'épistémologie qui intéresse les sciences cognitives, mais c'est intéressant aussi, voilà, puisque Vermersch propose justement de partir de l'action et uniquement de l'action et de questionner le souvenir, questionner nos Madeleines de Proust. Bon, là aussi, il y a des choses intéressantes à aller chercher. Mais très concrètement, peut-être aller du côté de certains DU. Et là, je t'invite à te rapprocher de Virginie parce qu'elle connaît ces espaces-là bien mieux que moi. Merci Jérôme. En tout cas, c'est vrai qu'on a peut-être plus l'habitude dans nos contenus à l'université autour de la question des entretiens d'explicitation et des techniques en fait pour faire reformuler en tout cas les participants et les participants. On est moins sensible à la psy clinique parce qu'on est moins influencé par ça, parce qu'on a moins de personnes formées sur cette thématique-là à l'UFR STAPS. On va peut-être prendre une dernière question parce que le temps passe et on dépasse un peu toutes vos disponibilités. Est-ce qu'il y en a qui ont une dernière question à poser à Jérôme? Donc, il y a Thomas, un basketteur. Bonjour. Bonjour. J'avais une question très courte, je pense, et une question un tout petit peu plus longue. La question très courte, c'était, lors de vos entretiens, est-ce que vous utilisez des outils pour essayer de casser un petit peu cette dynamique qui peut être subjective? Par exemple, l'idée de questionnaire avant l'entretien.
Et la question un tout petit peu plus longue, c'était sur la notion de leadership qui est un élément intéressant sur l'aspect sur la détection du talent. Est-ce que le leadership, à quoi est-ce que cela fait référence? Est-ce que c'est la notion de rôle dans l'équipe? Est-ce que c'est une capacité particulière de leader vocal? Par quoi est-ce que vous définissez le leadership? Alors, Thomas, à tes questions courtes, je vais te proposer une réponse courte alors. Donc, à savoir qu'effectivement, moi j'utilise des questionnaires aussi, hein, j'ai une batterie de questionnaires et je ne sais pas si je les partage avec Virginie, mais je pourrais les partager si ça t'intéresse, hein, qui sont pour moi un support à l'aide à l'entretien et souvent ces questionnaires me permettent à un moment donné d'avoir une photographie à un instant T de la perception que peut avoir un individu justement sur des aptitudes, des prédispositions d'ordre psychologique et mental. Mais encore une fois, ça reste un support pour l'entretien. Et puis j'utilise aussi la vidéo. Donc, là encore, Virginie, qui vit ça depuis plusieurs années, pourra en parler, mais c'est aussi un support très intéressant parce qu'on travaille sur l'image, on travaille... Donc, on utilise à la fois questionnaire et l'outil vidéo. Concernant la question du leadership, pour moi, elle a deux dimensions. Il ne faut pas les négliger, ces deux dimensions. Il y en a une que tu as évoquée qui concerne les compétences un peu psychosociales, et notamment dans un sport collectif comme le basket. On ne peut pas faire l'économie de ces compétences-là. Évidemment, aujourd'hui, les leaderships, on va parler des leaderships au pluriel, on peut les identifier à travers des statuts et des rôles qui sont liés aux besoins de l'équipe et aux besoins de la haute performance. Je veux parler du leader qu'on va avoir sur le terrain, du leader défensif, du leader en dehors du terrain, du leader de la communication. Enfin, en tous les cas, on pourrait imaginer une cartographie d'un certain nombre de leaderships qui font référence à des compétences psychosociales en lien avec la dynamique de groupe. Et puis, à l'autre versant, moi qui ai un peu plus mon dada, évidemment, puisque là, on va s'intéresser à la dimension clinique, c'est que moi, j'ai tendance à dire que le leadership, il est singulier. Et que moi, quand dans mon équipe, j'ai 12 joueuses, en fait, j'ai 12 leaders. J'ai 12 leaders parce que si le leadership, c'est cette capacité à influencer quelque chose, alors je dois connaître un petit peu ma zone d'influence. Et elle est liée à quoi, cette zone d'influence? Elle est liée précisément à mes savoir-faire, en fait. C'est-à-dire ce que je sais faire et dont j'ai conscience. Et donc, je pense que le travail sur les savoir-faire, notamment les savoir-faire efficaces qu'on mène avec l'équipe nationale, permet justement aux joueuses de pouvoir développer de la confiance, parce que la conséquence de ça, c'est qu'on développe de la confiance, mais surtout la conséquence de ça, c'est qu'on développe du leadership. C'est-à-dire qu'à partir du moment où j'ai conscience de mes savoir-faire efficaces, eh bien, je sais ce que je vais pouvoir influencer. Et quand je parle de savoir-faire efficace, je ne parle pas uniquement d'habileté avec le ballon ou sur des compétences techniques. Je parle de tout, en fait. C'est-à-dire, et là, on en revient justement à la question qui intéresse la ténacité, qui intéresse l'autonomie, qui intéresse plein de choses, en fait. Où sont mes savoir-faire efficaces au niveau de mes aspects aussi mentaux? À quel endroit je suis efficace, en fait, et à quel endroit je ne le suis pas. Et qu'est-ce que je vais influencer chez les autres avec ça? Quelle est la relation que j'entretiens avec les autres? Voilà. Parce que dans une équipe, je peux influencer toute l'équipe, je peux influencer un individu, un groupe d'individus, et donc j'ai du leadership. Et donc il faut en avoir conscience, et on le travaille autour de cette question des savoir-faire efficaces singuliers. Voilà ce que je peux partager avec toi concernant tes questions. Merci, il est temps de conclure. On a bien identifié que cette question d'identification des talents et de l'accompagnement est une thématique complexe. On a beaucoup échangé avec Nadja et Sacha sur le fait qu'en effet, on avait beaucoup de regards un peu sur des aspects anthropométriques et physiques, parce que l'histoire des sciences n'est pas la même sur les sciences dures, j'ai envie de dire, et sur l'émergence des sciences humaines et sociales. Donc il y a un peu de temps historique à compléter. Il va falloir encore un peu de temps pour influencer et convaincre les personnes ressources de l'importance des aspects psychologiques dans l'accompagnement de nos sportifs et sportives talentueux. C'est aussi complexe, parce que ça demande aussi d'avoir une vision partagée, de se questionner, quand on va aller identifier, de se connaître soi, de ne pas transposer et transférer un fantasme individuel qu'on peut avoir sur le sportif et la sportive talentueuse. Donc ça nécessite en effet un travail de co-construction, de le partager, d'anticiper et de pouvoir partager
ces visions. Moi, je voudrais en tout cas remercier chaleureusement Sacha, Nadja et Jérôme pour ce temps de partage. C'est important en tout cas qu'on puisse avoir l'opportunité de se questionner, de sortir aujourd'hui avec encore plus de questions qu'on avait avant de venir. Et à nous de pouvoir en tout cas construire petit à petit nos propres réponses en mettant, comme j'ai l'habitude de dire, un peu les mains dans le cambouis et puis en étant sur le terrain et en se questionnant. Donc moi je vous applaudis, je vous dis merci à tout le monde et à bientôt. Merci, au revoir. Salut Jérôme, à bientôt, merci. À bientôt.